bien et surtout que vous avez passé d'excellentes fêtes, j'allais dire fin d'année, mais là c'est encore en cours vu que cette vidéo sort le 31 décembre. Mais donc des fêtes de réveillon et de Noël en compagnie de vos proches, des gens que vous aimez, etc. De mon côté, vous l'allez peut-être l'entendre, j'ai été malade comme un chien parce que j'ai attrapé El Coco juste 2 jours avant le début des fêtes. Donc là, il y a encore quelques restes. Donc je vais essayer de faire au mieux. Et je vais commencer tout de suite donc dans cette vidéo évidemment pour faire mon bilan des lectures du mois de décembre. Et il y en a quand même pas mal. Et surtout ici, je vais commencer avec... Hop, ce tome 2.1 et 2.2 de la Guilde des Ombres dont je vous ai parlé en long, en large et en travers dans ma dernière vidéo qui était, je vous l'accorde, hyper longue, je me suis emballée voilà, mes lectures de l'année. Donc peut-être que vous avez déjà vu cet avis, donc dans ce cas-là vous pouvez skipper avec les minutes ici en bas. Mais pour ceux qui n'ont pas eu le courage de regarder cette vidéo, donc je rappelle que la Guilde des Ombres, en fait, donc chaque tome est divisé à chaque fois donc en 2 parties qui sont toutes les 2 à chaque fois hyper grosses. Et donc à chaque fois j'enchaîne les 2 et donc il y en avait une, c'était ma dernière lecture de novembre et celle-ci la première de décembre, avant de vraiment attaquer toutes les romances de Noël, vous allez voir. Et c'est aussi très compliqué de vous en parler parce que le tome 1.1 et 1.2 en fait étaient des préquels à cet univers, un préquel qui fait genre 700-800 pages et qui se termine par quand même un gros truc avant d'entamer ceci, qui reprennent en fait 7 ans plus tard. Donc c'est un peu compliqué toujours voilà, de vous amener un peu le contenu de ces livres. Donc ce que je peux dire en fait dans cet tome-ci, c'est qu'on retrouve le personnage de Panama, donc 7 ans plus tard, qui pour une raison que je ne peux pas vraiment dévoiler, se retrouve séparé du personnage de Camar qui jusqu'ici était du coup le pendant masculin dans les 2 personnages principaux. Et donc ici on suit Panama qui va rencontrer du coup de nouvelles personnes en dehors de la guilde où elle a fait sa formation pendant les 2 premiers tomes en tant qu'assassin, en tant qu'ombre, vu que c'est quand même de la fantasy, de la dark fantasy surtout. Malheureusement je ne peux pas vous dévoiler en fait l'identité vraiment des personnes qui vont se rajouter sans spoiler, mais ce que j'ai surtout aimé du coup dans la partie 2.1, c'est vraiment justement les nouveaux personnages qu'on voit en plus sur la couverture qui apparaissent. Du coup celle-ci c'est vraiment pour la fraîcheur qu'elle apporte au texte, le côté un peu vraiment nouveau, spontané, voilà, avec d'autres réflexions, plus de simplicité et en même temps voilà, aussi de la complexité dans sa place dans le récit, mais vraiment en tant que personnage ici. Et alors pareil, l'autre personnage qu'on voit en fond, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage vraiment. Il est vraiment dans les personnages en fait que je préfère sur toute ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai vraiment aimé découvrir les personnes qui constituaient en fait ce groupe. Comme je disais aussi dans ma précédente vidéo, j'ai aussi aimé dans ces tomes en fait le côté justement de l'univers qui s'étend vraiment en dehors de la guilde, qui est un lieu très secret pour leur formation, et donc vraiment de découvrir tout l'univers qui est en dehors, qui est immense et qui pour moi vraiment, je le répète, s'étend c'est le cas de le dire, mais du coup vraiment s'étend au même niveau que les plus grands, que les Harry Potter, que le Seigneur des Anneaux, j'imagine Star Wars même si j'ai pas regardé, enfin voilà. Je pense qu'ils méritent vraiment leur renommée. C'est des livres qui sont cotés de fou sur Livre Addict. Ils ont plus de 18 de moyenne ceux-ci. Et ceux que vous voyez ici, les 3.1 et 3.2, ont 19 passés de moyenne. C'est juste complètement dingue pour des livres. Et du coup, voilà, moi, sachez clairement que mon avis rejoint cela. Mes cotes, pareil, on est passé dans les 18, ce qui est très rare. Donc voilà, on peut commencer vraiment à parler de coup de cœur, c'est sûr. Et donc voilà, donc pour ce
enfin ce tome-ci, cette partie-ci en tout cas, c'est vraiment le côté des personnages que j'apprécie et le fait de pouvoir étendre l'univers, découvrir ce qu'il y a en dehors des murs, etc. Qui m'a vraiment beaucoup plu. Et celui-ci, c'est vraiment toutes les péripéties, encore plus forcément les personnages. La relation qui se construit vraiment entre eux dans ce petit noyau où je n'ai vraiment eu aucun mal en fait à me sentir au même niveau que les autres parce que voilà, autant comme on est dans la fantasy qu'ils ont des pouvoirs etc, enfin des dons, il y a une barrière qui se crée entre lecteurs et personnages vu on n'a pas des pouvoirs mais ici voilà, ça tombait un petit peu pour vraiment avoir une cohésion de groupe. Et j'aimais chaque personne qui constituait ce groupe, autant dans les anciens que dans les nouveaux. Et j'ai vraiment eu ma place en tant que lecteur dans ce groupe-là. Et c'est ça que j'ai vraiment autant adhéré et que le coup de cœur est arrivé. En plus de voilà, tout mon attachement pour Panama et pour d'autres, avec toutes les péripéties par lesquelles il passe. Pareil pour ça, on peut dire que c'est un Game of Thrones, enfin vous voyez un peu l'idée. Même si j'aime jamais vraiment trop comparer, mais forcément mon attachement n'est que grandissant au fur et à mesure des tomes et donc forcément voilà, on arrive sur le coup de cœur attendu pour cette saga et je vais pas m'étendre davantage dessus parce que soit sinon je vais spoiler ou de toute façon j'en ai déjà parlé vraiment beaucoup dans ma vidéo précédente, donc si ça vous intéresse encore davantage je vous renvoie vers cette vidéo là tout simplement. Ensuite, qui dit mois de décembre, dit les gros pulls bien doudous pour avoir chaud, les petits plaids, les petits chocolats chauds, tout ce que vous voulez. Et en tant que lecteur, évidemment, le début des romances de Noël. Ça y est, on y est. Après vous les avoir présentées du coup dans les sorties du mois d'octobre. Ça y est, il y a pas mal de lectures qui sont passées ce mois-ci. Je vous avais dit que je les lis que en décembre, donc j'enchaîne vraiment au max. Et donc ici il s'agissait d'un Clarisse Sabat, donc c'est La vie a plus d'imagination que nous, c'est le tome 2. Je pense que pour l'instant il y en a 4 de sorties dans cette collection-ci, enfin c'est une série. Et j'ai commencé par celui-ci parce que c'est pas tant une romance de Noël, c'est plutôt un contemporain en fait au final, donc ça permet de faire une bonne transition entre les livres très sombres que j'avais avant et vraiment le cocooning d'hiver, etc., le miel, blablabla. Et donc j'ai choisi donc de me plonger dans ce tome 2, vu que je compte en lire de toute façon un par an, tous les ans en décembre, vous l'aurez compris. Et donc ici on retrouve le personnage de Lena. J'ai oublié l'endroit où elle retourne, Valno, à Valno. Et dans le tome 1 en fait, donc elle va retrouver sa famille dans ce petit village de Noël où voilà, elle a encore d'anciennes connaissances, d'anciens amoureux, des trucs comme ça. Et on suivait beaucoup en fait sa maman dans le tome précédent avec les péripéties qu'elle avait fait où en gros les enfants se retrouvaient et elle s'était barrée et donc voilà, ils se demandent un petit peu quoi et en même temps on suit leur tradition de Noël, etc. Dans le tome 2 c'est beaucoup l'histoire qui tourne autour du papa qui visiblement cache un secret, mais du coup c'est clairement un livre de secret de famille. Mais on ne sait pas pourquoi il déprime, il le retrouve mort bourré alors que c'est pas du tout son genre, etc. Et donc voilà, on va alterner entre ces secrets de famille du côté du père, que forcément je ne vais pas vous dévoiler non plus pour ne pas spoiler. Et je vous avoue que pour le coup, je m'y attendais pas trop en fait à ce thème-là. À cette surprise là en tout cas, et en même temps forcément comme ça reste quand même un livre de Noël, un minimum romancé, on suit donc Lena, ses peines de cœur parce qu'elle avait un ancien amoureux là-bas, je vous disais, et ça s'est pas très bien terminé, donc elle reprend un peu contact, elle est obligée de le côtoyer, etc. À nouveau, mais en même temps ça allait encore par rapport aux autres romances de Noël. Franchement c'est à petite dose. Il y a quand même des... voilà, c'est une romance, il y a quand même quelques clichés, on va pas se mentir non plus. Voilà, mais c'est pas ce que je retiens principalement en fait de cette histoire et de cette série au final. J'ai surtout retenu voilà, la personnalité de Lena, le personnage principal. Et ici elle retrouve aussi ses cousines et sa nièce, je ne dis pas de bêtises.
Et pareil, bah, il y a une très belle relation en fait qui les unit toutes les trois. Enfin, c'est un peu comme chien et chat, mais du coup il y a plein de petites touches d'humour, c'est piquant, c'est mordant, etc. Ça se laisse lire très très facilement. Et du coup, pour faire cette transition, je vous ai dit, c'est pour moi des livres parfaits. Donc autant ce ne sont pas mes préférés, autant je suis toujours contente de les continuer. Et voilà, on y retrouve sinon bah forcément le petit village, le décor de Noël avec des chalets, de la neige. Le mot cannelle a été validé plus d'une fois aussi pour le Cold Winter. Enfin voilà, toutes ces petites choses qu'on aime lire en décembre bah, se trouvaient quand même dedans malgré tout. Ensuite, j'ai lu, alors un truc qui n'était pas du tout feel good, parce que ouais, je vous dis que je lis un maximum du coup de romances de Noël. Je regarde parce que ma fille est là. Mais en fait le truc c'est que je n'arrive pas à enchaîner 2 romances de Noël d'affilée, sinon il y a un moment je fais quand même un trop plein. Surtout que bah, je regarde en plus des romances de Noël à la télé, des films de Noël, etc. Donc il y a un moment si je veux pas être gavée comme une eau, ben voilà. Donc j'alterne. Et ce que j'aime lire aussi sinon en hiver c'est des trucs très sombres et donc des thrillers. Et donc j'ai sorti un thriller, de toute façon c'était une des catégories du Cold Winter, donc voilà, ça tombait bien. Mais clairement on n'est pas dans le même mood. Et donc j'ai choisi Les Refuges de Jérôme Loubry. Pareil que je n'avais jamais vu passer en fait sur Booksta, en tout cas sur la personne que je suis habituellement depuis le temps où je suis sur Booksta. Mais par contre pareil j'avais vu sur Livre Addict d'excellentes cotes dessus et du coup ça m'avait rendue très très curieuse. Je vais quand même vous lire le résumé pour que vous ayez un peu une idée. Et donc ici on me disait: installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent l'un des défunt comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? Donc ça c'est les infos que j'avais à la base. Et pareil, je dois dire que c'est très très compliqué en fait de vous parler du contenu de ce livre en fait. Parce qu'on découvre vraiment beaucoup de choses au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est un peu les mêmes problèmes qu'avec Puzzle de Tillier. C'est que tout le long de l'histoire en fait, tout est remis en question. Voilà, on a des convictions au début, puis elles s'effondrent, puis on revient dessus, puis tout se mélange, c'est flou, on est sûr de rien, on a d'autres indices, et vraiment toute la perception du monde qu'on a autour de nous, qu'elle découvre du coup parce que elle ne s'était jamais rendue donc sur cette petite île, et de tous les retours qu'elle va avoir des gens, etc., de l'atmosphère et tout, elles vont vraiment changer aussi bien la perception qu'elle a de sa grand-mère, en quelqu'un de meilleur, et en même temps tout ce qui se passe sur l'île et dont je ne peux pas parler amène toute la noirceur de ce thriller au final. Donc c'était un roman qui était vraiment très intéressant à découvrir, même si c'est galère à en parler, parce que c'est ce que j'aime dans les thrillers tout simplement. C'est vraiment de me casser la tête, de n'avoir aucune certitude quand je suis à la moitié du bouquin et de me dire mais où est-ce qu'on va arriver, comment ça va finir, même si j'avais plus ou moins pareil découvert la fin mais très tard quand même, mais pas tout non plus, voilà, donc j'ai quand même eu quelques surprises jusqu'à la dernière page. Est-ce que je l'ai trouvé trop tiré par les cheveux ou pas du coup? Non, je pense que franchement pour ça il était bien amené, ça tombe pas comme un cheveu dans la soupe non plus, donc ça c'était chouette aussi, parce que ça c'est toujours le risque aussi. Donc voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé sa construction. Et alors au niveau des personnages, Sandrine du coup est un personnage que j'ai aimé suivre, j'aimais rentrer dans sa tête en même temps, me triturer les méninges autant qu'elle, etc. Pour ça faisait un peu personnage miroir je dirais.
Et j'ai aimé forcément l'atmosphère qui se dégageait de cette île. C'était très froid, très brumeux, très ouais, glacial. Donc clairement pour les thrillers c'est c'est un délice. Et ouais, je trouve que la psychologie des personnages était très bien développée aussi. Même si tous les personnages autour voilà, restent secondaires. À part un autre, mais pareil, je suis pas sûre que je puisse vraiment vous en parler. Mais ils apportent tous quelque chose au final à l'histoire. Pour ça, ils ont vraiment chacun leur place. Et il y a vraiment une sacrée évolution au niveau de la construction de Sandrine, de sa psychologie, de son évolution au fil des pages, de ce qu'elle apprend et tout. Donc c'était très très chouette à lire. Ça m'a quand même aussi pas mal glacé le sang, faut dire ce qui est. Il y a quelques passages qui étaient pas évidents à lire. Comme d'hab, un thriller, je le conseille jamais vraiment à tout le monde. Voilà, c'est un genre t'aimes pas. Il y en a qui sont à certains niveaux plutôt que d'autres dans le trash, dans ce qu'on peut supporter ou non, ça c'est propre à chacun. Mais voilà, celui-ci était déjà sur un très bon niveau. En tout cas, il y a vraiment certaines scènes qui sont vraiment très 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 marquées dans ma tête. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? C'est une bonne question. mais voilà, je le recommande en tout cas fortement si vous aimez les thrillers, si vous devinez facilement la fin, etc. Celui-ci devrait être plus compliqué en tout cas aussi. Et je rejoins la ligne générale, c'était un très très bon livre dans sa catégorie, voilà, tout simplement. Ensuite, on retourne forcément du coup, vu que j'alterne à chaque fois, avec une romance de Noël. Et là, on était sur une vraie romance de Noël et plus un contemporain. Et il s'agit à nouveau par contre d'un Sophie Jomain. Et c'est celui-ci, je mets dans le bon sens. Les personnages donc s'éveillent sous les flocons. Je vous en avais déjà parlé, enfin plusieurs fois d'ailleurs. C'est celui qui abordait le thème des reines, on va dire, du Père Noël, puisqu'on se trouve du coup dans un refuge qui s'appelle le refuge des personnages. Et je vais vous lire vite fait le résumé pour que vous resituiez un peu c'est lequel parmi toutes les romances de Noël que je vous avais présentées. Et on me disait: bienvenue au refuge du Personnage, venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. Liège-Osserande et son père sont très fiers de ce refuge, dans lequel les reines sont élevées en liberté dans des pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux, et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. À quelques semaines des fêtes, le temps presse pour baronne Véronie. Il veut du renne à son menu de Noël. Aussi, le cuisinier n'hésite pas à s'infiltrer incognito au refuge du Personnage pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir faire tout chambouler. Donc voilà, il me tentait énormément. Et il a fait sauter pas mal de livres qui sont dans ma pile pourtant depuis longtemps. Voilà, ils passeront aux nouvelles suivantes si pas encore celui d'après. Voilà. Mais bon, voilà, le thème des animaux m'a vraiment trop emballée. Parce que pareil, je vous l'ai déjà dit, eh bien je ne mange pas de viande et de volaille. Du coup, clairement la cause animale voilà, m'intéresse, même dans mes lectures, voilà, pas en mode bourrage de crâne non plus, mais c'était une chouette thématique je trouvais qui se mêlait bien du coup aux fêtes de fin d'année, hein, forcément, avec ce qu'on peut servir, cerf, biche, ici, je sais pas, caribou du coup, reine, etc. Donc je trouve ça chouette en fait d'amener ça dans un livre. Et en même temps il y a un côté très magique, forcément c'est des reines, il y a un Nicolas Claus du coup qui arrive, qui ramène en plus ses propres reines, donc voilà, qui agissent un peu, enfin Nicolas Claus c'est vraiment un personnage très atypique pour le coup ici. Et de manière générale en fait tous les personnages dans ce livre en fait qui composent la famille donc Josserand étaient atypiques, et ça j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. Parce que donc, ce refuge est tenu donc, par cette famille Josserand, où il y a Lia, il y a aussi son père, j'ai oublié son nom, mince. Enfin bref, son père et son fils,
Et le fils a un handicap physique, vraiment au niveau du faciès, de la mâchoire, etc. Et donc se retrouve très très isolé. Il m'a un peu fait penser forcément au personnage, je crois que c'est Oggy qui s'appelait dans le livre Wonder. Et voilà, il est vraiment moqué des autres enfants, il s'isole beaucoup, il n'ose pas manger devant les autres, il n'ose pas se balader sans avoir un masque, etc. Et résultat, ça a aussi pété entre les parents de cet enfant, donc lié à son ex-mari, parce que le papa ne sait pas comment gérer l'handicap de son fils, donc il y a eu séparation et tout, donc on suit un petit peu ça. La mère qui du coup se retrouve un peu seule, même si elle a enfin le grand-père, donc son propre père, qui l'aide aussi à s'occuper. Mais donc voilà, il y a un peu ce côté aussi histoire des familles séparées, des problèmes de pension alimentaire qui vont entraîner aussi une partie des problèmes d'argent du refuge, de cette relation, donc de l'handicap, du harcèlement, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de thèmes qui sont comme ça autour. Je vous ai dit donc pareil de l'alimentation, des végétariens ou pas ou quoi. Et forcément plein d'autres valeurs aussi qui sont amenées par plus Nicolas Claus ou le problème d'argent, de solidarité, c'est quoi quelqu'un de bien, être quelqu'un de véreux, etc. Voilà, puis même tout ce qui est autour de l'esprit de Noël grâce à Nicolas Claus. Enfin voilà, vraiment chaque personnage amène vraiment une thématique, on va dire, amène vraiment des valeurs en plus, etc. Et pour ça j'ai trouvé ça très 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 chouette parce qu'on s'attache vraiment du coup beaucoup à cette famille et puis moi forcément beaucoup à Nicolas Claus aussi, même si il reste vraiment en fond. Mais bon, il observe tout, il agit vraiment hop comme ça une fois par magie et mais voilà, ça reste complètement gratuit, on ne sait pas forcément que c'est lui, etc. Donc je l'ai trouvé très très convaincant pour le coup. On a aussi forcément Tim, donc son fils qui croit véritablement que Nicolas Claus est le Père Noël, le vrai Père Noël. Et tous les adultes disent non, enfin ok, il est un peu space, tu vois, mais bon, c'est pas lui, Loulou, tu sais bien. Il n'existe pas le Père Noël, tout ça, et en même temps ça démontre quand même, il y a bien le doute qui reste jusqu'à la fin. Donc voilà, tout je trouve était très 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 justement dosé, c'était très chouette à lire, c'était vraiment doudou, enfin, non c'est pas vraiment le mot que je vais mettre dessus, en tout cas c'était très réconfortant comme lecture parce que tout n'est pas rose. Faut dire ce qu'il y a dans ce bouquin. Comme je vous dis, il y a beaucoup de thématiques, il y a quelques situations d'humour aussi, mais je veux dire, elle rencontre quand même beaucoup de problèmes avec son refuge tout au long de l'histoire, auquel elle doit essayer de pallier, et c'est un peu beaucoup compliqué en fait. Et donc voilà, c'est réconfortant parce que c'est plein de belles valeurs, parce qu'il y a plein de beaux messages dedans. C'est le livre de Noël préféré de Laura S. Reading. Elle a même son petit... c'est sur le devant, c'est derrière. Ah non, c'est derrière, c'est la petite phrase ici du coup en rouge, avec une partie de son avis. C'est d'ailleurs elle qui m'en avait parlé et du coup qui m'avait vraiment donné envie de le lire aussi. Mais voilà, je peux comprendre totalement que du coup ce soit une des meilleures romances de Noël que l'on puisse trouver actuellement. Je l'ai beaucoup aimée, mais je dirais pas que c'est ma préférée, parce que pour moi rien ne bat la véritable histoire de Noël, qui est vraiment là un livre-conte de Noël plutôt qu'une romance de Noël, et pour moi ça restera toujours au-dessus. Comme je mettrai souvent toujours au-dessus les comédies de Noël, vous en retrouverez une un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, en romance de Noël, je pense que pareil, c'est celui que j'ai préféré jusqu'ici. Et voilà, il avait vraiment plein de beaux messages à véhiculer. Pareil, les décors et toute cette neige, ce refuge, enfin c'est un refuge mais qui est aussi du coup un chalet, une auberge on va dire, qui accueille du coup les visiteurs, était vraiment très visuel aussi, et ça j'ai beaucoup aimé. J'entendais limite le feu crépiter, mais en fait je mets toujours en fond la vidéo de Netflix, 1 heure le feu qui crépite, donc mais vraiment ça se mélangeait beaucoup dans ma tête avec ce côté visuel, etc. Enfin bref, vous avez compris. Et à côté de ça, pareil, il y avait beaucoup de touches d'humour dans leur relation entre le personnage de Lia et le personnage de Baron, qui vient du coup en mode incognito,
dans ce refuge pour essayer d'en apprendre davantage sur comment sont traitées ces rennes, est-ce qu'il va pouvoir en acheter pour son menu. Il est un peu en train de filouter le truc quoi. Et il va avoir aussi quelques surprises de son côté à lui. Donc ouais, forcément ça entraîne quelques situations cocasses aussi, et ça m'a arraché plus d'une fois un sourire forcément. Donc voilà, il m'a autant fait sourire que du coup, je vais pas dire inquiété, mais voilà, j'étais quand même derrière les persos en mode genre allez vas-y tu vas y arriver. Et donc ça m'a impliqué un petit peu. Et en même temps vraiment réconforté quoi, parce que c'était une très belle histoire. Par contre, en parlant de lecture doudou, là, ça y est, je peux le dire, j'ai bien évidemment lu le tome 3 du coup de Mémoires de la forêt, donc toujours de Michael Brun-Arnaud et illustré toujours, vous le savez maintenant, par Sanoé, que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mon illustratrice préférée avec Hélène Illustration. Et le résumé nous disait ceci: l'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais comme chaque année à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombre-Hiver, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'Étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. J'avais vraiment très très hâte de me replonger une fois de plus du coup dans l'univers de Belle-Écorce. Et je vais être très très triste parce qu'il ne reste qu'un tome sur le printemps qui devrait sortir, et après c'est tout, on aura fini toutes les saisons, et donc je pense que la série s'arrête là. Mais bref, là j'ai encore pu donc savourer un livre du coup sur cet univers, de retrouver ces personnages. Donc ici forcément donc on dit Archibald qui reste moi mon gros coup de cœur, et du coup son neveu Bartholomé qu'on suit en fait davantage dans ce tome-ci. Il est un peu le personnage principal, tandis que Archibald passe un peu au second plan par rapport aux autres tomes. Mais en même temps c'est logique parce que c'est lui qui cherche ses parents, donc voilà. Et en même temps j'aimais le découvrir davantage parce que pareil il rejoint un petit peu le personnage de Tim dont je vous parlais juste avant, avec le côté handicap, et donc il amène forcément une thématique, des thématiques par rapport à ça, en tout cas une sensibilisation, sans que pareil ce soit vraiment complètement pointé du doigt, etc., qu'on en fasse une caricature et tout. C'était vraiment très très chouette à lire en fait, ce côté plus inclusif du handicap dans la lecture, tout simplement. Et voilà, c'est un personnage qui du coup était très attachant, même si je vous dis mon coup de cœur restera toujours, je pense, Archibald. Et pour ce qui est de la construction de l'histoire, on suit toujours un peu le même schéma. C'est un livre pour enfants, hein, c'est chez l'école de loisirs. Mais c'est tout un périple, et donc à chaque fois il va y avoir plusieurs arrêts. Ici les arrêts c'est les gares, ils descendent à chaque gare, ils vont avoir des échanges forcément avec d'autres animaux, apprendre de nouvelles choses, etc. Même si il y a toujours des points d'interrogation qui restent de gare en gare jusqu'à la destination finale, etc. Pareil, forcément, c'est une enquête, je ne vous dévoile pas la fin, hein, jusque là on va être logique, on est d'accord. Mais voilà, j'ai aimé du coup suivre ce périple, j'ai aimé découvrir davantage ces personnages, en découvrir de nouveaux bien évidemment, continuer à découvrir de nouveaux lieux. Et pour ce qui est de la thématique abordée ici, mais pareil, je ne peux pas la dévoiler, sinon je dévoile un peu la fin de l'histoire aussi, hein, comme d'habitude. Mais je dirais qu'elle m'a quand même davantage parlé que celle qu'il y avait dans le tome 2. Dans tous les cas, voilà, je l'ai toujours dit, j'ai aimé les 3 tomes. Mais je vais pas dire que celui-ci m'a émue aux larmes, comme c'était le cas pour le premier, pas pour le deuxième. Mais j'avais eu beaucoup de retours en fait sur le fait que c'était le tome préféré de beaucoup de gens. Et donc forcément j'espérais la même chose de mon côté. Et autant ça a été une très chouette lecture, parce qu'il ne peut pas en être autrement avec Mémoires de la forêt, autant je ne l'ai pas autant aimé, autant apprécié visiblement que les 3/4 des gens. Je sais pas pourquoi, ça ne m'a pas autant emporté que le reste.
pourquoi ça ne m'a pas autant ému, pris, etc. Mais ouais, non, je sais pas. Je suis toujours en train de chercher au moment où je vous parle, mais non, je sais pas. Voilà, comme parfois. Je veux dire que ça n'a pas fait, hein, franchement pas, ça reste vraiment une très chouette lecture. Mais ça n'a pas été le coup de cœur vraiment tant attendu par rapport au premier. Mais voilà, ce sera peut-être le cas pour vous, hein, qui sait, ça. Vous savez bien, c'est pas parce que c'est un coup de cœur pour moi que ça l'est pour vous, et inversement, enfin voilà, ça, on le sait en tant que lecteur, hein, un coup de cœur ça ne s'explique pas. Mais voilà, j'étais quand même très heureuse du coup de découvrir encore cet univers, de découvrir la suite de ces illustrations. C'est toujours un moment un peu hors du temps, vraiment doudou, cocooning. Les lectures de Mémoire de la forêt, c'est la même sensation que ce petit plaid là avec ce petit chocolat chaud. Vraiment quoi, c'est ce petit bonbon tendre, sucré, et voilà. Je les adore, franchement je les adore. Et je suis très heureuse d'avoir offert le tome 1 à mon filleul. J'ai hâte qu'il soit vraiment en âge là maintenant de les lire pour les découvrir. Parce que qu'est-ce que j'aurais aimé les découvrir à son âge. Oh, ça par contre. Enfin bon voilà. Donc j'ai lu le tome 3 et c'était très chouette. Forcément c'est toujours de très belles thématiques. Et voilà. Si vous ne les avez toujours pas lus, je ne sais toujours pas ce que vous attendez, tout simplement. Ou alors vous avez loupé le coche et du coup vous attendez les suivants pour lire l'automne et du coup tous les autres qui suivent. Ou le printemps, en fait, non, le printemps, l'été. Ça commence par l'été. Ça commençait par l'été du coup. mais je ne sais pas. À part ça, je ne vois pas d'autres raisons de ne pas avoir déjà craqué pour ces histoires. Et parce que voilà, on ne peut pas être déçu avec un Mémoire de la forêt, tout simplement. Voilà. On arrive déjà à l'avant-dernier livre et du coup ma dernière romance de Noël, parce que puisque j'ai lu le Coco, je n'étais pas du tout en état de lire au moment de Noël, etc. de cette semaine-là. Et du coup ma dernière romance que j'avais mis normalement après celle-ci est tombée à l'eau. Voilà, j'ai juste pas lu, j'ai juste complètement subi ma vie, dormi, etc. Mais donc voilà, ici il me reste quand même une dernière romance de Noël à vous présenter. Et tant pis, l'autre c'était normalement le 12 chiens pour Noël, mais il sera reporté à l'an prochain. Mais bon, l'an prochain c'est quasiment sûr que je le lirai, donc je ne m'inquiète pas quand c'est comme ça. Et la dernière romance de Noël de cette année, par contre je suis très heureuse d'avoir eu le temps de le lire avant de tomber malade, parce qu'il s'agissait de Vous faites quoi pour Noël, on se marie, donc c'est le tome 2 de Karen Ponte. J'avais lu donc le tome 1 l'année passée, vous le savez aussi. Et j'ai adoré ma lecture. Une fois de plus, les Karen Ponte, c'est po. Je vous disais, autant... Enfin, pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a les romances de Noël, les comédies de Noël et vraiment les livres de Noël. Et pour moi, pareil, les Karen Ponte en comédie de Noël, c'est juste le top du top. Alors beaucoup ont moins apprécié, j'ai vu voilà, dans les retours dessus, le tome 2 que le tome 1. Franchement, ça s'est joué à un demi-point près, tu vois, mais pour moi c'est, on va dire, le même niveau. J'ai trouvé très logique dans la continuité. Bon, déjà je vais vous lire le résumé. On me disait donc retour à Santa les 2 sapins. Et déjà ça, rien que le nom, c'est bon, je suis à nouveau dedans. Mon cerveau il me renvoie tous les décors de la place, des maisons, des personnages et tout. Genre vraiment comme si je l'avais lu la semaine d'avant quoi. C'est comme si, ouais, pour moi c'était très visuel. C'est comme si je l'avais vu à la télé ou quoi. Et donc rien que ça, j'étais déjà en moitié gagnante parce que retourner à Santa les 2 sapins, déjà je veux y retourner tous les ans, hein, qu'on se le dise. Autant je déteste aller au sport d'hiver, autant tous les ans je veux retourner à Santa les 2 sapins pour mes lectures. Voilà, comme ça c'est dit. Karen Ponte, si tu fais ça ici, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, on en veut tous les ans. Et là, je sais qu'elle est au tome 3, donc je suis sûre d'avoir celui l'année prochaine. Et puis après, on verra. Et donc, retour à Santa les 2 sapins, où Pauline et David viennent passer Noël. Et assister au remariage d'Hélène, la mère de David, laquelle a pris en charge la participation de Santa les 2 sapins au concours international du meilleur village de Noël. Beaucoup d'émotions et beaucoup de travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, sa fille Maddy a promis de s'occuper de l'organisation du mariage. Sauf que Maddy, déjà accaparée par sa fille de 1 an, surnommée la Grinchette, est tout sauf organisée.
que les relations restent tendues entre David et Donovan, son frère qui a essayé de lui piquer Pauline l'an dernier, que Lise, ça aussi, le bonheur de retrouver mon prénom dans un livre. Alors déjà on est sur un sacré niveau parce que mon prénom, même dans la vie de tous les jours, je l'entends jamais, enfin, sur d'autres personnes forcément. Mais alors, dans un carré de ponte, même si c'est pas un personnage principal, mais juste bonheur quoi, le bonheur de Lise, dont David était fou amoureux au lycée, bizarrement convié à la noce. Et qu'un encombrant invité débarque sans crier gare, bien décidé à ajouter un grain de sel. J'ai adoré ma lecture. Je vous l'avais dit, je me suis mariée cet été, donc c'était sûr et certain, c'était obligatoire que du coup ce tome-ci passe à ce Noël-ci. Ça m'a rendue clairement nostalgique. En plus, entre-temps, j'ai eu des photos de mon mariage pour les Noëls et tout. Je suis en train de les faire découvrir aux gens et tout. Genre, c'était le moment parfait. Mon mari, du coup, revenait de mission. Donc, c'était les derniers jours avant qu'il revienne de mission. Enfin, juste tout était réuni pour que je passe un super moment de lecture, je vous jure. Et voilà, et sinon en dehors de tous ces trucs autour, pour ce qui est de l'histoire, donc j'étais donc je dis forcément très heureuse de retourner à Santal et de Sapin, mais aussi de retrouver Pauline, de retrouver David, de retrouver toute cette famille, de retrouver les mêmes endroits, les mêmes traditions dans ces endroits, etc. Voilà, rien que pour ça, je valide, j'en veux tous les ans, je vous dis. Mais sinon, pour l'histoire, il faut savoir qu'en fait, c'est ça qui a un peu déplu, la relation de Pauline et de David n'est plus tant au premier plan non plus. On va plus suivre forcément Hélène, donc la maman de David, qui se marie, enfin se remarie, et en même temps doit essayer de jongler entre cette organisation-là. Donc on dit qu'elle a confié en partie, enfin qu'elle a délégué à Maddy. Maddy c'est la sœur de David. Sauf qu'effectivement Maddy n'a aucune organisation, donc c'est un peu le DAO, le carnage de ce côté-là. Donc Pauline va essayer d'aider tant bien que mal. Et toute l'organisation pour que le village de Santal et de Sapin gagne le prix du meilleur village de Noël. Et il y a plein de choses qui sont mises en place pour essayer de gagner ce prix, d'animation, de chorale, de fêtes, de marché de Noël, etc. Vraiment, on a toute une panoplie autour de Noël et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans ce second tome. C'est que vraiment on retrouve tellement de clichés, mais on vit tellement d'expériences en quelques pages quoi. Donc pour ça c'était très chouette. En même temps forcément il y a tout ce petit stress et tout, moi j'en rigolais un peu, enfin pas que je l'ai été stressée spécialement avec mon mariage, franchement très loin de là par rapport aux gens, mais je veux dire je peux comprendre en fait. Donc c'était aussi très drôle à suivre. Et en dehors de ça, les personnages sont vraiment super drôles. Le personnage de Maddy me fait toujours mourir de rire, mais vraiment je ris parfois à gorge déployée. Ça arrive pareil très rarement dans des livres, donc c'est clairement une comédie de Noël. Et puis même le personnage de Pauline, je vais pas dire qu'il est un peu gourde, mais voilà, qui fait quelques petites gaffes par-ci par-là. Il y a toujours des petites piques entre les uns les autres. Beaucoup aussi de rappels par rapport à l'histoire qu'il y avait eu l'année d'avant. Donc pareil que je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, parce qu'enfin on pourrait lire tout à fait chaque tome séparément. Mais du coup il y a quand même quelques petits rappels qui me font rire, parce que vraiment là j'avais pleuré de rire sur le tome 1. Et du coup rien que le fait d'en reparler, pareil ça me fait bien rire, ça me fait sourire en tout cas, etc. Donc pour ça c'était très chouette ces petits rappels aussi. Et ouais forcément il y a de nouvelles péripéties. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi dans cette partie d'humour, c'est que c'est pareil, tout un panel en fait de formes d'humour, on va dire. Il y a des situations cocasses, il y a des blagues salaces, on va le dire aussi. Il y a des jeux de mots beaucoup, il y a énormément d'autodérision, alors aussi bien dans le personnage de Pauline que vraiment Karen Poon toute seule. C'est un seul livre que je connais qui a des notes en bas de page, où en fait l'auteur s'auto-tacle, c'est magique. Enfin, même les notes de bas de page me font sourire et tout, c'est trop cool. Donc voilà, c'est vraiment toute une forme, des formes différentes, soit d'humour,
toute condensée. Bref, j'ai adoré. On est obligé en fait de passer un bon moment en lisant ce livre. Et voilà, j'adore, autant pour l'ambiance que pour les événements qui se passent, les échanges à nouveau entre les personnages, etc. C'était vraiment très 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 chouette à lire. Et ça m'a limite fait regretter le fait de ne pas avoir fait mon propre mariage à Noël, je vous avoue. Alors que ma demande en fiançailles c'était le 24. Donc voilà, c'était très très chouette et j'ai vraiment hâte de découvrir les tomes suivants. Et je vous le recommande bien évidemment. Et on va clôturer cette vidéo du coup avec un petit livre, pareil que j'ai pu lire au début où j'étais malade entre deux. Parce que je dis un petit livre mais il fait 170 pages. Sauf que vraiment je me suis, on va dire, fort concentrée sur quoi, 60 pages? Ouais c'est ça. Sur les 60 premières pages. Où en fait là on apprend, donc oui pardon, c'est Yule, donc c'est à nouveau, donc je dis la collection chez Danae qui n'existe plus, donc tout trouvé en occasion. Où on apprend du coup tout en fait sur chaque solstice, voilà, chaque fête, etc. païenne. Et du coup ici donc c'est forcément sur Yule qui est du coup le pendant de Noël. Et pendant les 50 premières pages, on a tout un chapitre sur les anciennes pratiques et sur les nouvelles pratiques des origines de Noël, de pourquoi le sapin, pourquoi les lumières, pourquoi la bûche, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vraiment cette partie-là en fait qui m'intéresse dans ce livre. Et puis le reste, moi j'en ai pas l'utilité, donc je peux lire entre deux, mais je vais vraiment faire en diagonale on va dire, où il y a des sorts, des divinations, des recettes, des bricolages, des rituels qu'on peut faire soi-même aussi, des invocations et tout. Voilà, c'est pas moi ce que je cherche en fait dans cette collection, c'est vraiment à apprendre les origines, à m'informer en fait sur tous ces sabbats et tout. Et donc ça tenait en 50 pages, et ici du fait que j'étais déjà malade quand je l'ai commencé, clairement j'ai lu les 50 pages, étalé déjà sur plusieurs jours. Et le reste j'ai vraiment regardé en diagonale, en regardant le titre, ok ça je lis une fois vite fait, puis après je passe quelques pages, etc. Je reviendrai peut-être dessus plus tard ou l'année prochaine ou quoi, mais honnêtement je pense pas plus que ça, parce que je vous dis, je compte pas le pratiquer, donc c'est vraiment un titre informatif. Et comme le reste de la collection, en fait ça m'a vraiment plu de découvrir un petit peu surtout ce côté ancien, ce côté tradition, ce côté origine en fait des fêtes de Noël, de Yule, etc. Et des traditions que je fais maintenant qui du coup viennent de là quoi, vraiment de leur origine. Donc voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Ça s'est lu forcément très vite aussi, mais de manière générale je suis très très contente en fait de cette collection. C'était le dernier tome vu que je l'ai commencé au début en janvier. Je pense que je l'ai commencé en janvier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, enfin bref, d'avoir pu découvrir du coup tous ces sabbats, d'avoir pu apprendre énormément de choses dessus, etc. J'ai franchement rien grand chose à dire en plus dessus, parce que je vous dis, en 50 pages, à moins de vous expliquer vraiment l'origine de chaque chose, mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo, voilà, ça s'arrête là. Et sinon, du coup je vous ai dit, j'ai reporté donc une lecture de Noël que tant pis, c'est pas que c'est un bon nom, c'est juste que c'est reporté à l'an prochain. Et là je suis en train de lire à nouveau un livre, vu que maintenant ça va un peu mieux, vous le voyez. Et donc je lis le dernier conte des contes de Dickens, c'est le 5e sur toute la brique conte de Dickens, enfin conte de Noël, je crois qu'il s'appelle conte de Noël. Mais là pareil, comme je suis en train de le lire, je terminerai ici les prochains jours. Au moment où vous voyez cette vidéo, je le mettrai simplement dans mes lectures, dans mon bilan l'année prochaine. Bah oui, du coup, je vais faire la blague du l'année prochaine, oh mon dieu, j'ai honte. Non mais bref, dans mon bilan du mois prochain, en janvier. Et puis voilà, pour l'instant, on a fait le tour de mes lectures de décembre. Et du coup, à nouveau, voilà, je vais clôturer rapidement, parce que j'ai encore des fêtes de Noël du coup qui sont reportées à fêter ici de mon côté sur la journée. Et surtout, j'aurai aussi, comme vous qui voyez cette vidéo, mes fêtes de fin d'année, donc du nouvel an et du réveillon du nouvel an à fêter et à préparer, etc. Donc je vais couper court, tout simplement.
Et forcément, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024, qu'elle vous apporte vraiment plein de choses, qu'elle soit encore meilleure que la précédente, etc. Voilà, prenez soin de vous, tout ça, et je vous fais plein de bisous. Jusque là.